Bien qu'il soit véritablement partout, bien que ce soit l'outil de base du physicien, on ne comprend généralement pas pourquoi diable on nous fait étudier les ressorts en première année à l'université. Et franchement, pourquoi on étudie ces trucs-là? On va jamais s'en servir après. Eh bien, je vais vous démontrer le contraire. Allez, c'est parti. On va voir plusieurs exemples, commençons par le premier. La détermination du poids, c'est quelque chose qui nous préoccupe, j'ai envie de dire presque tous les jours. Vous prenez un ressort, vous le reliez à une masse quelconque, le ressort va s'étirer, s'équilibrer, de sorte à ce que, à l'équilibre, le poids de la masse suspendue et la force de rappel du ressort soient toutes les deux égales et opposées en direction. Je ne rentre pas plus dans le détail de la mise en équation de ce truc-là, vous allez voir qu'on va aller très loin dans la vidéo d'après. Mais là, je vous rappelle, le but pour moi, c'est juste de justifier le fait qu'on utilise des ressorts de partout. Exemple 2, écoutez, on se met dans une voiture, et en se mettant dans une voiture, vous voyez que sur la route, en fait, la voiture, elle n'est pas complètement rigide, elle essaye de se déformer à peu près. En fait, elle possède des amortisseurs à ces niveaux-là, voilà. Donc ça, c'est des gros ressorts avec des constantes de raideur bien adaptées pour éviter que vous fassiez le yo-yo ou que vous vous cassiez le dos, mais c'est des amortisseurs qui amortissent. Donc ça, c'est un exemple vraiment concret, pratique, de la vie de presque tous les jours. L'exemple 3 sera plus scientifique puisqu'en fait il va concerner l'étude des molécules et plus particulièrement des vibrations des molécules, puisque les molécules, donc ici la molécule d'eau avec 2 protons en blanc et un oxygène en rouge, et bien en fait ces molécules, en plus de tourner et d'avoir des électrons autour qui se déplacent de façon dont je ne vais pas décrire maintenant, et bien il se trouve que les atomes d'hydrogène se déplacent en vibrant par rapport à l'oxygène. Alors cette vision est très simplifiée ici, mais je vais essayer de vous en parler quand même un petit peu. On va essayer de faire ce que l'on appelle de la spectroscopie, c'est-à-dire qu'on va envoyer une lumière sur ces molécules, et ces molécules vont se coupler avec cette lumière, parce qu'en fait il y a des charges, je vous ai parlé des électrons tout à l'heure, donc il y a des charges dans cette molécule, et cet ensemble de charges va se coupler avec la lumière qui est envoyée, si bien qu'il va pouvoir y avoir du transfert d'énergie depuis la source lumineuse extérieure vers la molécule qui va absorber ce rayonnement et rentrer dans un état qui est plus excité. Comment ça marche ? Tout d'abord, vous avez ici une source qui envoie une lumière sur un détecteur, et dans la boîte, on ne met pas de molécules, on met rien, c'est le rien, il n'y a rien. Et donc, vous avez l'intensité en fonction de la longueur d'onde, donc les couleurs, qui va être contrôlée, qui va être plat ici, dans notre exemple. Si maintenant vous refaites l'expérience, mais en mettant cette fois-ci des molécules d'eau, vous allez observer, c'est simplifié ici, mais une intensité qui est très proche, sauf à certains endroits qui correspondent à certaines longueurs d'onde bien particulières, où l'intensité lumineuse a diminué, c'est-à-dire que sur le détecteur, il en arrive moins que ce qu'il devrait normalement si on n'avait pas mis les molécules d'eau. Ce qui veut dire que cela a bien été absorbé par les molécules d'eau. Si vous mettez plus de molécules d'eau sur le trajet, et plus, eh bien vous allez de plus en plus absorber ce rayonnement à cette longueur d'onde-là bien précise. En réalité, il y a d'autres modes de vibration, il n'y en a pas qu'un seul, mais ça c'est une théorie un petit peu plus compliquée qui est du niveau à partir de L2, on va dire, de licence 2, donc je ne vous en parle pas maintenant, là ça reste qualitatif. Voilà. Et donc pour décrire cette absorption, on a besoin des fréquences des ressorts ici. Donc ça c'est calculable, voilà, il faut juste dire qu'on a des ressorts. Voilà où on peut trouver des ressorts dans les sciences. Exemple 4, j'en avais parlé lors d'une précédente vidéo, et ça consiste à optimiser les ampoules. Alors optimiser les ampoules, me direz-vous, c'est un programme qui a été chargé d'accomplir Max Planck au début du siècle dernier. Alors je vous présente ici l'intensité en fonction de la longueur d'onde pour ce que l'on appelle une ampoule parfaite, où vous avez ici donc une courbe en cloche. Et l'objectif de Max Planck, au début de la naissance de la mécanique quantique, était d'essayer de trouver la formule mathématique qui permettait de reproduire cette
courbe expérimentale. Grâce à ces recherches, on a pu aboutir à ce que l'on appelle le modèle du corps noir. Là vous me dites qu'il n'y a absolument aucun rapport avec les ressorts, mais vous allez voir que si. Le modèle du corps noir, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le corps noir, c'est un rayonnement thermique émis par une source qui est en équilibre avec son environnement. Donc c'est ce qu'on appelle une source étendue, parce qu'elle arrose un peu toutes les longueurs d'onde. Ce modèle a été établi en voulant répondre à cette question-là. Pourquoi, en chauffant un objet, celui-ci émet-il de la lumière? Vous avez tous vu par exemple des fours qui sont orange, voire blanc, un métal qui est énormément chauffé devient blanc, et pourquoi il émet cette couleur? Et la deuxième question, c'est pourquoi sa longueur d'onde dépend de la température? Plus c'est chaud, plus ça va être dans le bleu. Plus c'est froid, plus ça va être dans le rouge, voire les infrarouges. Sachez, mesdames et messieurs, que nous émettons dans les infrarouges. À l'œil, on ne nous voit pas, mais avec des lunettes thermiques, on peut nous voir dans l'infrarouge. Et bien du coup, comme je vous l'ai dit, on a abouti au modèle du corps noir. Alors noir, ça veut dire en fait parce qu'il absorbe toutes les couleurs. C'est pas parce qu'il est noir au sens on le voit pas. C'est noir parce qu'il absorbe toutes les couleurs. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Imaginez une cavité percée par un tout petit trou et vous faites rentrer une lumière par ce petit trou. La lumière va arriver sur une première paroi, elle va interagir avec cette paroi, et je parle pas pour le moment de l'interaction, va émettre, diffuser, va faire des choses sur cette paroi, puis va être en partie réfléchie, il y en a une partie qui sera absorbée, et etc. sur l'ensemble des parois. Le trou est tellement petit que cette lumière ne va pas s'échapper, ou très peu. Donc on pourra négliger l'énergie qui s'échappera sous forme de lumière par ce trou. Au final, il va régner une certaine température à l'équilibre dans cette cavité. Voyons ce qu'il se passe de plus près au niveau de la paroi. Nous avons de la lumière qui s'approche. Alors la lumière, décrite classiquement par Maxwell depuis les années 1864-1865, c'est un champ électromagnétique. Alors un champ électromagnétique, c'est un vecteur qui va en fait changer en direction quand il se déplace, pour faire simple. Et là je vais encore plus simplifier, donc je vais imaginer que c'est un truc qui ressemble à ça et qui va s'approcher de la surface. Donc, ce champ électrique a la propriété de déplacer les charges électriques. Le champ magnétique, on va le négliger parce qu'en général, eh bien, il donne une interaction qui est moins forte. Donc ce champ électrique s'approche, il va polariser la surface. Et puis, il y en a une partie de ce champ qui va repartir et une autre partie qui va rester dans le matériau. Et ça, je décris absolument pas. Mais je vais m'intéresser à ces charges électriques là. Chacune de ces charges électriques va pouvoir être décrite comme une particule plus que je ne représente pas, et une particule moins, et les deux sont séparées l'une de l'autre par un ressort. Et il y en a plein dans ce volume. Et en présence d'un champ électrique, eh bien en fait vous allez en exciter certaines, un peu moins d'autres, etc. Et statistiquement, vous allez avoir toute une population, une classe d'oscillateurs qui vont être excités plus ou moins différemment. Et ils vont répondre, ces oscillateurs. Oui, ils vont répondre parce que vous savez, si vous ne le savez pas, vous l'apprendrez plus tard, que les charges qui sont accélérées eh bien, vont réémettre de la lumière durant cette accélération. Du coup, elles vont perdre de l'énergie sous forme de photons. Et c'est ça l'astuce. C'est que la lumière que l'on voit, c'est cette lumière perdue par les charges qui ont été accélérées. Au sens accéléré, voulant dire j'étais tranquillou à l'équilibre et je me retrouve maintenant en mouvement grâce à un couplage avec un champ électrique. Donc je reprends. Pas de champ électrique, en fait tout se passe bien, il n'y a rien qui bouge. Présence d'un champ électrique, je vais absorber ce rayonnement et je vais osciller. Et en fait, si j'ai plus de champ électrique, je vais réémettre et c'est fini à la fin, on revient à l'équilibre. Sauf que là, il y a en permanence un éclairement de ces surfaces, donc ça veut dire qu'il va y avoir un équilibre entre l'absorption et l'émission. Et la courbe de répartition d'énergie, qui donne donc l'intensité en fonction de la longueur d'onde, est exactement cette courbe que je vous représente maintenant. Donc ça c'est la courbe expérimentale. Mais théoriquement, comment ça se passe? Parce que là les ressorts, on a juste dit qu'il y avait des ressorts, mais on n'a pas vraiment expliqué quel est l'apport de ces ressorts. Eh bien, si on décrit l'énergie de vibration moyenne de l'ensemble de ces ressorts par la mécanique classique, donc de Newton, eh bien on s'aperçoit qu'on ne peut pas reproduire la répartition en énergie. On va avoir une sorte de catastrophe, comme je vous en ai parlé précédemment, et ça ne marche pas, ça ne passe pas par un maximum, ça diverge à un certain endroit, c'est la catastrophe. Ça veut donc dire
qu'il y a quelque chose de plus compliqué dans la description qui n'a pas été prise en compte, et c'est ça qui a permis de donner naissance à la mécanique quantique. C'est que l'énergie de vibration des ressorts présents dans la matière, ici, est quantifiée. Elle ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. Quantifiant cela, on arrive, et c'est d'un niveau plutôt fin de licence, donc 3e année, voire master, à retrouver cette répartition en énergie. Exemple suivant. Parlons de la propagation de la chaleur. Donc vous avez vu qu'on peut utiliser des ressorts pour décrire microscopiquement la matière. Imaginons maintenant que notre matière, en grise ici, soit microscopiquement composée d'atomes. Ces atomes ne sont pas à des positions complètement rigides. Ils vont osciller autour de certaines positions. Ces ressorts vont en fait décrire les forces d'interaction entre ces atomes. Et on va bloquer l'atome numéro 2 ici, et on va tirer sur l'atome numéro 1. On va l'écarter de sa position d'équilibre, et on va relâcher le tout. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, tout d'abord, l'atome numéro 1 va vouloir se déplacer vers le reste des atomes, puisqu'on a étiré le ressort. L'atome numéro 2 va se déplacer, puis le 3, puis le 4, et de proche en proche, etc. Vous allez avoir l'impression d'avoir une quantité que j'ai représentée en rouge, qui se déplace de la gauche vers la droite, alors que les atomes eux-mêmes sont restés en moyenne autour de leur position d'équilibre. Mais quelque chose est passé de la gauche vers la droite. Une sorte de quantité de vibration que l'on appelle un phonon. Le phonon, j'ai pas dit photon, j'ai dit phonon, c'est une quasi-particule. En réalité, c'est un peu plus compliqué que juste une ligne, puisque c'est en 3 dimensions, là je le représente qu'en 2 dimensions, c'est même encore plus compliqué. Les atomes vont s'empiler de façon un petit peu différente, correspondant à une certaine structure, et il existe plein de structures, et je ferai une vidéo un jour sur les structures, mais c'est pas le moment. Mais voilà, c'est plus compliqué, et là je vous ai donné les idées de base. Mais pourquoi je vous ai parlé de ça? Eh bien c'est parce qu'en fait je veux vous parler de propagation de la chaleur, et cette chaleur, elle est véhiculée par les phonons. Revenons un petit peu à l'interaction entre deux de ces atomes dans la matière. Eh bien, il existe une certaine énergie potentielle entre ces deux, qui est représentée généralement par une courbe comme ceci. En X, vous tracez la distance entre les deux atomes, et en Y, cette énergie potentielle que l'on appelle élastique, et qui est associée à la force qui décrit le ressort, comme on le verra plus en détail dans la vidéo suivante dans cette série. On parle ici de potentiel harmonique. Alors, potentiel harmonique parce qu'en fait, cette énergie potentielle, elle va être proportionnelle à un terme qui est de la forme en x au carré. X étant la distance. Si initialement, j'ai mis mes deux atomes dans une position à l'équilibre, ils vont jamais bouger, ils vont rester à l'énergie potentielle la plus basse possible. Ils ne peuvent pas aller en dessous, donc ils vont rester tranquillou bilou à leur place. Si maintenant j'étire un des atomes, comme je l'ai fait tout à l'heure, qu'est-ce qu'il se passe? Il va y avoir une certaine énergie potentielle élastique. Et plus je tire, plus l'énergie potentielle élastique va augmenter. Alors je peux tirer ou je peux comprimer. En gros, je m'écarte de cette position d'équilibre et je vais avoir un réservoir d'énergie. Alors en mécanique classique, quand je vais lâcher ici, il va y avoir conservation de l'énergie mécanique, qui est composée de la somme d'énergie potentielle élastique plus d'énergie cinétique, donc je vais transformer l'un en l'autre et vice versa, et on va avoir des oscillations. Ça, on le mettra en évidence, en équation, dans la prochaine vidéo. Mais en mécanique quantique, ça se passe pas comme ça. En mécanique quantique, les niveaux d'énergie sont quantifiés. Et ici, quand je dis qu'ils sont quantifiés, ça veut dire qu'on ne peut prendre que des valeurs discrètes entre le premier état et le dernier état que j'ai représenté ici. Et donc, le système pourra être dans un état, un autre état, ou encore un autre état excité. En réalité, ces potentiels ne sont pas harmoniques. Ils sont très proches d'une harmonique quand on ne s'écarte pas trop de la position d'équilibre. Mais quand on va un petit peu plus loin, qu'on tire un peu trop sur le ressort, eh bien on ne pourra pas tirer ad vitam, à un moment donné le ressort va casser. Et entre les deux, eh bien la déformation n'est plus tout à fait harmonique. Et on parle en général de potentiel anharmonique. Vous voyez bien que la courbe rouge s'éloigne lorsque les distances vont augmenter, donc quand je me déplace sur la droite du graphique, eh bien courbe rouge et courbe noire deviennent un petit peu différentes. Eh bien ce potentiel anharmonique permet en fait de donner une information sur l'interaction entre les phonons. Et ça modifie la propagation de la chaleur. Mais là, vous voyez que je n'ai rien mis en équation. Le but pour moi était de vous montrer que les ressorts
En physique, on les utilise de partout, même à des endroits où a priori on ne s'y attend pas. Le ressort, c'est le modèle par excellence du physicien. C'est pour ça que dans la prochaine vidéo, je vous embêterai avec des ressorts et qu'on fera véritablement des mises en équation. J'espère que j'ai réussi à vous convaincre de l'utilité du ressort et j'espère surtout vous avoir convaincu que ce n'est pas parce que vous étudiez quelque chose dans un domaine que vous n'allez pas à le réutiliser dans un autre domaine. La physique, en fait, il n'y a pas de barrière dans les différents domaines, c'est perméable et j'espère que je vous l'ai montré. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et j'ai envie de vous dire, avant de passer à la fin, de ne pas oublier de rester critique.